Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous accueillir ce soir pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et vous retrouverez dans quelques instants Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot. Et elle reçoit ce soir un spécialiste de la sclérose en plaques, le professeur Jérôme de Seize, neurologue. Tanguy Flores et l'actualité de Tchap avec un voyage très lointain à Saint-Martin aux Caraïbes. On découvrira un ranch qui sauve les chevaux. Changement d'actualité, ce sera avec Yvan Loswarn qui nous propose la course des 500 nocturnes, qui est une course évidemment mythique qui se passera le 21 septembre sur l'anneau du Rhin à Bilsheim. Et on recevra ce garçon pour son nouveau roman, L'exil et la haine. Il s'agit de Martial de Berif, un très bon roman dont l'intrigue se passe en Alsace. Tout cela, c'est après le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans l'actualité, ce soir, à une semaine du bac, nous avons suivi des élèves de terminale, déjà en examen, à bord d'un bateau. Nous parlerons aussi de basket avec la défaite de Gris Oberhofen en demi-finale des playoffs et le bilan d'une année plutôt morose à la SIG. Enfin, petit tour au Bastion 14 à Strasbourg, où une quarantaine d'artistes se partagent des ateliers. Mais pour commencer, alors que la loi santé devait être adoptée par le Sénat aujourd'hui, brancardiers, infirmiers, médecins, urgentistes ont fait part de leur ras-le-bol dans toute la France. Nos journalistes se sont rendus à l'hôpital Émile Muller de Mulhouse. Le service des urgences est en grève depuis le 25 avril, mais l'accueil des patients est toujours assuré. Marine Sis. Soignants épuisés, patients en danger, soignants épuisés. Il est 13h30 et le service des urgences de l'hôpital Émile Muller à Mulhouse est à l'arrêt depuis quelques minutes. Manque de moyens techniques mais aussi humains, des locaux qui ne seraient plus adaptés face à l'affluence. La colère est grande chez les membres du personnel. C'est un appel à l'aide parce qu'on dit qu'on est en grève mais les effectifs, on est toujours là concrètement dans les murs. Nous on veut pas, on veut prendre soin de nos patients, on veut passer du temps, on veut avoir de l'empathie pour les gens, prendre les temps, que ce soit les personnes à l'accueil, accueillir les gens dans des bonnes conditions, les infirmières, pouvoir échanger des mots pour dévier l'attention des patients qui va être piqués, c'est important. Et nous les médecins, pareil, on a besoin d'avoir une concentration sur un patient, quelques patients en même temps, mais on doit gérer des fois 10 patients en même temps. Voilà, c'est tout ça, c'est plus adapté, le système doit changer, on sature. Soignants épuisés, patients en danger, soignants épuisés, patients en danger. Des réunions avec la direction de l'hôpital ont déjà été organisées, mais les solutions proposées ne sont pas suffisantes pour le personnel des urgences qui semble être de plus en plus inquiet. Nous, à Mulhouse, les médecins partent les uns après les autres. On n'est plus en effectif suffisant. On travaille en dégradé depuis quelques semaines, depuis quelques mois même. Et ça va encore s'aggraver. Les perspectives sont vraiment sombres et on a tous dans la tête comment on va tenir et quand est-ce qu'on va partir, jusqu'où on va tenir, parce qu'on est tous passionnés. Si on travaille ici, on est passionnés. Les gens qui sont dans les urgences, les services de la France entière, ils sont passionnés. C'est pour ça qu'ils tiennent encore. Ils ont la foi. Mais il faut que les politiques prennent conscience qu'on est des humains et à un moment on va craquer, même si on a la foi. Et voilà, on est au bord de la rupture vraiment. D'autres mobilisations sont prévues dans les prochains temps, notamment ce vendredi. Combien de temps cela va-t-il durer? Personne n'a la réponse. Le temps qu'il faudra pour retrouver des conditions de travail respectables, ont-ils dit. À 6 jours du bac de philo, si la plupart des élèves de terminale révisent une dernière fois, d'autres sont déjà entrés dans le vif du sujet. Au lycée Émile Matisse de Schiltigheim, 19 élèves de la classe bac pro transport fluvial rentrent d'une semaine sur le Rhin où ils ont planché sur plusieurs épreuves. Fanny Kuhn s'est montée avec eux à bord du bateau école Princess Irene. Maintenant, tu peux commencer à sortir l'avant du bateau. Et puis, comme on va traverser, les bateaux qui vont venir en sens inverse, on croise à tribord, donc il faut mettre le panneau bleu.
Une salle de classe aux airs de croisière sur le Rhin. Mais ici, les marins sont des élèves de terminale en bac pro transport fluvial. Accompagnés de leurs professeurs, ils achèvent un séjour d'une semaine à destination de Corum en Allemagne. Mais loin d'être une classe verte, le voyage organisé par ces jeunes marins d'eau douce est une épreuve du baccalauréat. De la prise en compte du personnel, des vivres, du carburant ou encore du niveau du Rhin, les élèves supervisent toutes les opérations à bord du Princesse Irène. On a dû organiser un voyage avec l'école, comme nous mettre dans la peau du capitaine. Et donc tout organiser, après on a fait un oral. Et avec cet oral, on sera noté. On a aussi une épreuve théorique qui est un QCM de 60 questions. Et en fait, ça nous apprend le permis bateau. Voilà, dans les eaux intérieures françaises. L'épreuve qu'on a passée pour se mettre dans la peau d'un capitaine, c'est sur un coefficient 5. Donc c'est les plus gros coefficients du bac, c'est un professionnel. Du coup, on sait quelque part que si on loupe la professionnelle, le bac, on n'y est pas trop, quoi. On a à peu près passé toutes les épreuves, maintenant il ne reste plus que les épreuves générales, donc ça va. Les profs sont vachement derrière nous, même après le bac, ils sont toujours derrière nous, quoi qu'il arrive, si on a besoin d'eux, donc c'est toujours intéressant, malgré que ça fait 3 ans qu'on est ici. On a passé les épreuves, les dernières épreuves sur le bateau, et par exemple des panneaux que je ne connaissais pas, qu'on ne voit pas souvent sur le Rhin. Après les avoir vus en navigation grâce à ce voyage, j'ai pu mieux les apprendre et maintenant sans aucun problème les reconnaître. Et puis j'attends le bac comme tout le monde. On stresse un peu, ce qui est un peu normal, mais bon, on fait du mieux qu'on peut, hein. C'est pas un souci. La semaine prochaine, les élèves seront évalués sur des matières plus classiques, comme les maths, le français ou les langues vivantes. C'est ici la navigation au radar, l'amarrage ou le passage d'écluses qui sont notés, des épreuves réalisées sous l'œil averti de leurs professeurs. Comme c'est contrôle en cours de formation, il y a aussi des évaluations sur les panneaux de signalisation, les règles de navigation. Et ça nous permet quand même de voir différentes choses sur un trajet de quelques jours, quoi. En général, on tourne dans le secteur de Strasbourg et donc on a très vite fait le tour de la signalisation locale. Et là, ça permet d'avoir un éventail plus large de situations et de signalisations différentes. Et donc, on peut les interroger aussi sur quelque chose qu'ils ont appris en théorie et qu'ils doivent interpréter après en pratique. À bord de leur classe flottante, l'équipage est bien rodé. Alors que les élèves sont habitués à travailler ensemble, cette année de terminale leur aura surtout appris à être indépendants. On recherche absolument l'autonomie, on les laisse de plus en plus seuls. Bien sûr, on n'est jamais loin derrière, hein. On est prêt à reprendre la manœuvre ou des amarrages si ça se passe mal. Mais on les laisse, d'ailleurs ils organisent en fait le transport. Un d'entre eux prend en compte vraiment la manœuvre et organise. On passe à un stade supérieur, le CAP c'était un stade d'exécutant. Et le bac pro, on essaye de les mettre en position d'organisateur. Pour ces élèves de terminale, l'avenir est déjà tout tracé. Après les examens, certains se lanceront dans le métier d'artisan batelier, d'autres iront en école de gendarmerie pour intégrer la brigade fluviale, d'autres encore s'orienteront vers l'affrètement. Quoi qu'il arrive après le bac, les élèves gardent le cap. C'est la fin d'une incroyable aventure, celle des basketteurs de Gries Oberhofen. Ce village de 2800 habitants jouait cette saison en Pro B, la 2e au niveau national, juste en dessous de la SIG et de l'élite. Les joueurs se sont même hissés jusqu'en demi-finale des play-offs, mais ont fini par chuter hier soir contre Rouen. Mathieu Champvillard. Même les colosses peuvent pleurer. Les larmes de Gilles Noël racontent toute la déception des Alsaciens. Malgré leur incroyable saison, eux voulaient aller encore plus loin et pousser le rêve un peu plus haut. Pour cela, il fallait battre Rouen, un des favoris du championnat, un club qui était encore parmi l'élite il y a 3 ans. Battu en Normandie au match aller, Gries est dos au mur et semble fébrile en début de match. Rouen en profite et prend les devants en première période. On a beaucoup donné, on a mal commencé. Voilà, on avait beaucoup d'envie, peut-être un peu trop, et c'est ça qui nous fait défaut en début de match. Malgré tout, Gries s'est accroché, a fait le dos rond avant de retrouver son basket. Celui qui a fait merveille cette saison, un jeu hyper offensif, fait de courses et de tirs rapides. La salle pleine à craquer ne demandait qu'à s'enflammer. En 3 actions, les Verts reviennent dans le match, comblent leur retard et prennent même la tête à 5 minutes de la fin.
Les dernières minutes sont irrespirables, la salle est debout, le suspense total. Les Rouen gardent la tête froide et les Alsaciens se précipitent trop en attaque. Rouen s'impose à l'arraché, 78-74, et va en finale. Gris s'arrête là, la folle aventure se termine, la tête haute, sous les ovations du public, mais avec la déception de ceux qui voulaient aller encore plus haut. Personne ne nous attendait là, mais on a rendu les gens heureux et tout, et on a produit un beau basket cette année, même s'il y a eu des hauts et des bas. Mais l'essentiel, c'est qu'on a tous pris de plaisir. On était en demi-finale du championnat de France pour notre première année en Pro B. Les gens vont dire c'est super, c'est beau et tout. Je suis d'une part content, mais j'ai mon côté compétiteur qui est déçu. Donc ce soir, j'ai un peu les boules. Je suis content pour les gens, voilà, je suis content pour le village. On a mis Gris sur une carte de France. Souvent, on a entendu trop souvent où est Gris. Bon voilà, maintenant j'espère que les gens savent où est Gris. Et puis basket toujours, c'est l'heure du bilan à la SIG. 2 semaines après l'élimination face à Dijon en quart de finale des playoffs, le président du club, Martial Bellon, et l'entraîneur Vincent Collet ont livré ce matin leur bilan d'une saison contrastée. Malgré la victoire en Leaders Cup, les objectifs en championnat n'ont pas été atteints. On les écoute tout de suite au micro de Romain Hirt et Gilles Kunz. On est parfaitement conscient de ce qui s'est passé, on ne conteste pas. On en tire des enseignements. Mais on n'est pas tombé non plus dans le catastrophisme. Bon, bien évidemment, Vincent sera le coach de la SIG la saison prochaine, pas parce qu'on fait une saison mitigée qu'on change en cours de route. Et bien évidemment, Vincent a toute la confiance du club et la mienne. J'ai pas le souvenir d'avoir eu une équipe depuis que je suis ici qui se désunisse autant. La grande difficulté pour nous, c'est de rebondir et d'être capable que ça soit juste l'année accident. Et puis côté recrutement, l'effectif pour la saison prochaine sera à moitié renouvelé et rajeuni avec comme priorité l'achat d'un meneur. Un préparateur physique sera également inclus dans le staff et la reprise de l'entraînement est fixée au 12 août. C'est dans un endroit presque caché que l'on vous emmène à présent. Dans les remparts derrière la gare de Strasbourg, une quarantaine d'artistes se partagent des ateliers, comme une colocation où se croisent et s'inspirent photographes, peintres, sculpteurs ou scénographes. Bastion 14, c'est son nom. Cécile Motz et Martin Coel ont rencontré quelques-uns des artistes qui y travaillent. Les incubateurs à start-up, on connaît, mais connaissez-vous les pépinières d'artistes ? À Strasbourg, au Bastion 14, différents univers se côtoient au détour des couloirs. Comme chaque année, de nouveaux venus font leur apparition. Ils sont 16 à avoir investi les lieux ces derniers jours. Nouveaux bastonnés et anciens se côtoient, parfois au sein d'un même atelier, comme Hélène et Géraldine. On est beaucoup d'artistes et du coup on a l'occasion de se rencontrer et d'échanger pas mal autour de nos pratiques. Mais bon, après, on est assez cloisonné, donc on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer nos voisins, mais il y a des espaces communs qui ont été mis en place par les bastonnés. On peut parler à la fois des offres auxquelles on postule, des questionnements qui sont en cours. Voilà, on peut aussi se demander des avis sur des projets, des choses comme ça. On sait que le travail d'un artiste, c'est quand même d'être souvent seul face à soi-même. Donc de temps en temps, de pouvoir toquer à la porte du voisin, de boire un thé, de pouvoir prendre un petit peu de recul, d'échanger, ça fait du bien, ça apporte des respirations. Les artistes sont choisis par un jury, puis ils sont assignés à un atelier. Dans ces espaces, ils sont 2, parfois 3. Il faut savoir s'entendre dans une colocation pas comme les autres. Encore faut-il effectivement entre différents colocataires qu'on s'entende bien, puisqu'après on partage quand même un lieu et nos pratiques qui sont quand même des domaines, c'est de l'ordre de l'intime, donc on a besoin de se sentir en confiance et bien ensemble, et ça a tout de suite matché, on s'est tout de suite senti très bien ensemble, voilà. Donc ça permet aussi cet échange, comme je le disais, à la fois on travaille en différé, on n'est pas toujours présente, et le peu de fois où on se croise, c'est toujours un plaisir partagé. Le Bastion offre actuellement une quarantaine de places, mais cela ne suffit pas à répondre à la demande. Chaque année, les candidatures sont nombreuses et face à ce succès, un autre projet va voir le jour. Depuis 2003, la ville soutient à rénover ces bastions pour que les conditions d'accueil soient bonnes. Et nous allons ajouter des nouveaux ateliers à la COP qui vont relever de la même logique et qui vont être gérés de la même manière pour que les artistes du territoire aient leur chance et puissent trouver un écrin pour leur création.
En attendant la fin des travaux du côté du port du Rhin, les artistes du Bastion 14 peuvent s'installer dans les ateliers pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois. Ici, chacun paie un loyer de 50 € pour travailler au sein d'un atelier. Un coup de pouce pour un démarrage dans la vie d'artiste. Et comme tous les soirs, on termine ce journal avec l'image du jour, Olivier Anne. Lembach, petit village de 1500 habitants du nord de l'Alsace, a son restaurant étoilé, mais aussi, et c'est moins connu, une salle de cinéma qui ne demandait qu'à revivre depuis 30 ans. Ce sera chose faite le 22 juin prochain. Née dans les années 30, la salle Au Soleil accueillera la projection de 3 films. Au Soleil, un documentaire sur le cinéma lui-même, Les vidéastes de Lembach et Une enfance en Super 8, réalisés à partir de films de famille de Lembach bien sûr. Attention, le nombre de places est très limité. Voilà pour l'actualité, merci beaucoup Anna Britz, on vous retrouve demain, ici vous présenterez l'émission. Tanguy Flores, c'est le plateau du soir, Sabrina Keller et son invité, le professeur Desèze, l'écrivain Martial Debrief et Yvan Le Soarn pour les 500 nocturnes, course qui aura lieu en septembre, on en parle tout cela juste après le temps en Alsace. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Vous en avez marre de la pluie? Moi aussi, mais il va falloir encore compter avec elle en ce mercredi matin puisqu'elle sera présente absolument partout en Alsace ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg dans le nord de la Suisse. Comptez d'énormes nuages. Les valeurs dans votre matinée, il fera 12 degrés à Bâle ainsi qu'à Mulhouse ou encore Saverne, 13 degrés ce sera à Colmar, Wissembourg ainsi que du sud jusqu'au centre de la région du Bade-Wurtemberg et 14 degrés ce sera la maximale du côté de Strasbourg ou Karlsruhe. L'après-midi, eh bien toujours de la pluie mais il y aura tout de même quelques petites éclaircies et les valeurs dans l'après-midi ça reste agréable, il fera 20 degrés si vous êtes à Mulhouse ainsi qu'à Bâle et chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg, 20 degrés vous les retrouvez cette fois-ci dans le nord du Bas-Rhin et 21 degrés de Strasbourg jusqu'à Colmar. Votre journée de jeudi eh bien, sera radieuse, le soleil est de retour et les valeurs iront entre 24 et 26 degrés dans votre après-midi. En ce mercredi, nous célébrons les Guy. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 5h26 pour nous dire au revoir à 21h31. Je vous souhaite un excellent moment avec nous sur Alsace 20 et à demain. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Et on parle de littérature aujourd'hui avec notre invité Martial Debrief. Regardez ce roman, L'exil et la haine, ça vient de sortir cette semaine. 26 romans déjà, Martial, à votre actif. 26 livres. 26 livres. Des documents et des romans. Voilà, et celui-ci avec plusieurs personnages dans une intrigue très étonnante, très intéressante, on va la détailler. Ça se passe en 1938 et en Alsace et en Dordogne. Il y a Jules et Emma, ça va être un couple dans le roman. Armand Singer, c'est un Alsacien mais qui a clairement jeté son dévolu sur le nazisme. Une belle-mère acariâtre, un vieux médecin de campagne. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? En fait, j'avais déjà publié un roman il y a quelques années qui s'appelait Le secret de la Villa Marianne et j'étais en fait tombé dans la potion de 39-45 et j'avais envie de reprendre les témoignages des gens que j'avais écoutés et retranscrits sur nombre de carnets et reprendre finalement le quotidien de ces Alsaciens mais qui cette fois-ci partent et fuient le nazisme. L'Alsace annexée. Et voilà. Et c'est exactement ce point de l'histoire que je voulais traiter dans L'exil et la haine. Voilà. Et pourtant, dans ce roman, on retrouve évidemment l'histoire de l'Alsace dans cette période-là. Les enfants étudient Mein Kampf, le béret est interdit pendant cette période de guerre, les prénoms sont germanisés, les jeunesses hitlériennes sont mises en place et on se salue en faisant Heil Hitler. Et oui, le but en fait aussi de ces romans historiques, c'est de redonner aux lecteurs, en tout cas, l'atmosphère de l'époque. Une atmosphère qu'on a parfois oubliée
Et finalement, 39-45, c'est pas si loin de nous. Et il faut quelquefois remettre les choses dans leur contexte. Et ça permet en tout cas au lecteur de rentrer dans l'intrigue et de rentrer aussi dans l'histoire. Alors il y a une vraie intrigue et c'est même compliqué pour moi de la raconter. On va s'en déflorer. On est en 1938. Il y a 2 copains. Hein. C'est Jules et Clément. Ils sont des étudiants à Paris. Ils apprennent la médecine. Et il y a un prof de médecine qui va dire « Jules, viens voir. Il y a un cabinet médical qui est disponible en Alsace, à Westhofen. On est en 1938. Il se laisse aller. Il se dit que c'est une bonne opportunité. Là-bas, il va tomber sur Emma. Il tombe très amoureux. Il la demande en mariage. Et le mari de Emma va dire « Non, non, non. Elle n'est pas pour toi. Elle est pour le fils du voisin qui sera un futur nazi et qui s'appelle Singert. » C'est ça. Et le but en fait de ces romans aussi, c'est d'ouvrir les tiroirs. J'adore les romans en tiroirs. Et je me suis dit, celui-là, il ne faut pas que je le rate. Donc, ouvrir les tiroirs, les uns après les autres, dans l'atmosphère aussi des villages alsaciens de l'époque, de cette population qui quelquefois s'est battue pour... alors, on conçoit très bien, hein, ceux qui ont... Aujourd'hui encore, on les regarde, hein, ça c'était un fils d'eux, de personnes qui ont collaboré, ou en tout cas... Il y a tout eu. Il y a eu les malgré nous, bien sûr, malgré eux, contre eux. Il y a eu aussi ceux qui se sont engagés clairement, comme ce garçon Armand Singert, dans cette Alsace qui va être très rapidement annexée. Singert n'a pas oublié qu'il est amoureux d'Emma, oui. Qui ne sera pas avec lui, puisqu'elle est avec Jules. Et cette Emma, elle a un frère résistant. Singert va aller voir ce frère résistant qui vient de se faire arrêter, qui sait qu'il va partir à la mort. Il va aller voir Emma en disant « Si tu couches avec moi, je sauve ton frère. » C'est cela. On est vraiment là dans le début du roman. Et c'est de ce chantage-là que finalement tout va découler. Voilà, surtout qu'elle va avoir le ventre qui s'arrondit et qu'elle se dit, si ce bébé-là est roux comme Singert, Jules, mon chéri, va s'en rendre compte. Voilà, c'est des espèces de tiroirs comme ça. Il y a une chose qui est très étonnante, c'est tous ces personnages et toute cette action, il y a un moment où tout se recroise dans le livre. Et oui, parce que le romancier doit fermer les tiroirs qu'il a ouverts précédemment. Donc c'est un peu finalement comme les films, comme les scénarios. On est obligé, à un moment ou à un autre, de refermer l'ensemble des tiroirs jusqu'au dernier mot. Comment on écrit ça ? Ça veut dire qu'on commence par la fin et après on fait les histoires dans les histoires. C'est ça les romans à tiroir. Il y a la grande qui est la Seconde Guerre mondiale, la petite dans les villages. Comment vous faites un plan ? Comment on fait pour ne pas se perdre ? Alors, je travaille de la façon suivante. J'écris en tout cas un synopsis pour mon éditeur que je ne respecte jamais. Parce que je n'ai pas... C'est juste pour le calmer. Ouais, c'est exactement ça. Regarde, j'ai bossé. J'ai bossé, voilà. Donc on y va, oui, on y va. Et après, parce que je n'ai pas psychanalysé les personnages. Et j'avais envie de rentrer dans chaque cerveau, que ce soit celui de celui qui collabore, que ce soit dans celui d'Emma, que ce soit dans celui de Jules. J'avais envie d'être avec chaque personnage. Et ça, c'est quelque chose de magique, qu'un écrivain vit avec lui-même. Et il est impossible d'écrire quelque chose avant et de dire, ben voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. Vous ne les connaissez pas. Mais le point commun de tout ça, c'est quoi ? C'est la rencontre, c'est l'amour, c'est la guerre, c'est quoi ? C'est aussi l'amitié. C'est ce que j'ai voulu aussi retranscrire dans ce roman. Alors, je vais déflorer juste une histoire d'amitié dans le roman. Vous ne m'en voudrez pas parce que ça déflore pas trop de choses. Mais je vous ai dit qu'au départ, il était étudiant en médecine, ce Jules, avec Clément, son pote. Et finalement, ils vont se retrouver à un moment ou à un autre, ces deux anciens amis, ou amis, toujours pas anciens, étudiants en médecine, le destin les a opposés. L'un est entré dans la résistance, c'est Jules, l'autre est entré dans la milice de Vichy, et c'est le clan du bien et du mal que vous opposez, avec en filigrane l'amitié qui reste toujours. Oui, et ça, je voulais absolument le traiter, parce que je pense aussi, j'en suis persuadé, que quand deux personnes s'aiment, et que cette amitié est très forte, peu importe les choix finalement, il faut que cette amitié perdure. Et je voulais le démontrer dans des choses très extrêmes, et j'espère finalement que le lecteur se retrouvera dans ces deux personnages qui sont complètement à l'opposé, mais qui néanmoins ont des valeurs. Ça s'appelle « L'exil et la haine ». C'est un excellent roman, je vous l'assure, Martial Lebriff. Bravo. Merci vous beaucoup. restez avec nous. Très très beau roman qui vient de sortir. Vous pouvez vous précipiter chez vos libraires. La présidente de Femmes de Foot est prête. Elle est déjà au garde à vous. C'est l'heure de la chronique et de recevoir toujours de beaux invités. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot.
c'est un professeur et neurologue que vous recevez ce soir. Oui, tout à fait. La semaine dernière, nous parlions de Peggy quand tu étais en vacances. Peggy souffre de sclérose en plaques. Bah oui, quand même, il y en a qui bossent. Elle est soutenue par 2 amies, Anne-Caroline et Céline. Elle se prépare pour le raid des Alizés. C'est fort, c'est courageux. Professeur de 16, vous la connaissez. Merci d'être là. Vous êtes neurologue à l'hôpital d'Haute-Pierre. Vous allez nous parler de la sclérose en plaques. C'est quoi cette maladie et qui est touché ? Alors c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas très connue, bien qu'elle soit fréquente, puisqu'elle touche plus de 100 000 personnes en France et plus de 4 000 en Alsace. Cette maladie est une maladie du système immunitaire qui est la première cause de handicap du sujet jeune, en dehors des accidents de la route, qui fort heureusement diminue, alors que la sclérose en plaques a plutôt tendance à augmenter. Donc c'est une maladie qu'il faut connaître et qui malheureusement va accompagner le patient tout au long de sa vie, donc on essaye de les accompagner. Il y a beaucoup de cas en Alsace et ce sont particulièrement les femmes qui sont touchées. Pourquoi les femmes ? Alors, on ne sait pas exactement pourquoi les femmes. Bon, toutes les maladies du système immunitaire en général touchent plutôt les femmes, mais c'est vrai qu'on est entre 2 tiers et 3/4 de femmes, donc ce qui est quand même une haute proportion. Et on pense qu'il y a une participation hormonale, probablement des hormones femelles, mais bon, il y a aussi bien sûr les hormones mâles qui peuvent aussi jouer un rôle en compensation. Il y a quand même des hommes qui sont atteints de cette maladie, ça n'est pas que l'apanage des femmes, mais c'est vrai que c'est une maladie qui touche généralement les femmes entre 20 et 40 ans au début et qui va les accompagner tout au long de leur vie et qui bien sûr va poser des soucis. Quels sont les symptômes associés et comment on la diagnostique cette maladie ? Alors on la diagnostique de plus en plus facilement et précocement, je dirais, puisqu'on a maintenant accès assez aisément aux IRM. C'est vraiment l'examen clé. Les symptômes qui vont alerter les patients... Ce sont les images qu'on voit, qui sont intéressantes. Voilà, si vous voulez nous les commenter. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation d'abord de la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est comme un câble électrique qui est entouré de sa gaine qui permet que l'influx nerveux passe plus vite d'un endroit à un autre. Et quand il y a une inflammation de cette gaine de myéline, eh bien, l'influx se fait moins rapidement. Donc ça va se traduire par un flou de la vision, par une difficulté pour marcher, par un problème de sensibilité qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Ouais, il ne faut pas avoir peur. Il faut quand même que ce soit sur la durée. Oui, c'est quelque chose qui dure. C'est pas on croise les jambes, on a 3 fourmillements. Non, c'est quelque chose qui dure plusieurs jours, qui souvent quand même va régresser. Donc ce qu'on appelle des poussées. Et c'est l'accumulation éventuellement de ces poussées et leurs séquelles éventuelles qui vont... Donc il faut diagnostiquer assez tôt. Vous dites que l'impact pour le patient est plus sur la qualité de vie d'ailleurs que sur l'espérance même de vie. Oui, quand on regarde globalement les populations atteintes de sclérose en plaques, la population malade vit jusqu'à des 60, 70, 80 ans, comme la population générale. Il y a très très peu d'impact sur l'espérance de vie. En revanche, c'est la qualité de vie qui, clairement, au fur et à mesure des années, peut être impactée parce qu'on marche moins bien, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des douleurs, parce que le cerveau et la moelle épinière commandent à peu près tout. Donc finalement, quand il y a des séquelles, ce qu'on essaye au maximum d'éviter, eh bien, il peut y avoir, bien sûr, ce qu'on appelle après le handicap. Vous parlez de la fatigue, c'est très important parce qu'au contraire, il faut faire du sport. Voilà. Tout à fait, c'est une des choses qu'on a appris très récemment, puisque par le passé, on avait plutôt tendance à s'économiser, à dire ce que je ne fais pas le matin, je vais pouvoir le rattraper le soir, et c'était totalement faux. Et un peu à l'instar de ce qu'on voit chez les sportifs de haut niveau qui arrêtent de faire du sport, eh bien c'était un peu la même chose. Les patients arrêtaient de faire de l'activité physique, finalement étaient de plus en plus fatigués. Donc on a promu au sein de notre association Alsace-CEP, on a créé un programme CEP et Sport, vraiment pour promouvoir et l'exemple de ce que font Peggy Lapassé et d'autres patientes qui ont également fait le raid des Alizés cette année est assez exemplaire dans ce domaine. Ouais, il faut savoir quand même que chez le professeur de 16, il y a des filles qui font des marathons et des semi-marathons. Bah ouais, on voit les images. C'est plutôt... Tout à fait, on a 3 patientes qui ont participé aux courses de Strasbourg, qui ont fait le semi-marathon des courses de Strasbourg. C'est une belle école de vie. Vous dites que comme c'est une maladie chronique, il faudrait qu'elle soit remboursée pour le soutien psychologique, au moins au début de la maladie. C'est important ça. Oui, on a passé une convention avec l'Agence régionale de santé et les caisses d'assurance maladie, justement pour que l'accompagnement psychologique, alors pas tout au long de la maladie, parce que c'est très long, mais au moment des points de rupture, comme l'annonce diagnostique, comme le début d'un traitement, comme des poussées ou des échecs de traitement, les patients puissent être accompagnés sur le plan psychologique, et l'association participe également à ces soutiens en groupe ou individuel. Et du coup, vous êtes le responsable scientifique d'Alsace-CEP. Ça, c'est important. Vous pouvez nous dire un mot sur Alsace-CEP? Vous accompagnez vraiment le patient. Oui, c'est vraiment c'est la prise en compte de la maladie dans sa globalité. Nous, notre
slogan, il est assez simple, c'est vraiment que le patient, qu'il habite Wissembourg, Saint-Louis, la vallée de la Bruche ou Sarre-Union, il ait le même accès aux soins, les mêmes possibilités de se soigner et d'être accompagné surtout dans cette maladie, parce qu'on sait que c'est chaotique et que notamment au début, il vaut mieux prendre le bon chemin pour pouvoir accéder au traitement et au soutien qu'on peut lui apporter. Voilà pourquoi l'association Alzacep est très 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 importante. La journée mondiale, c'est fin mai. Oui. On vous remercie pour ce coup de projecteur. Un petit mot quand même, parce que je sais que Peggy, Céline regardent ce soir l'émission, toutes les patientes. Un petit mot pour toutes ces filles. Il faut les encourager là, Jérôme. Ah oui, non, moi je dis chapeau, elles nous donnent des leçons de vie. Je me suis levé à 2h du matin lors des Jeux Olympiques de Rio parce que j'avais une patiente qui a nagé le 100 mètres nage libre et qui est en fauteuil. Donc voilà, c'est vraiment des leçons de vie. Bravo les filles. Et on va suivre leurs exploits puisqu'elles vont faire ce raid en fin d'année, là, au mois de décembre. Bravo pour ce que vous faites. Un site alzacep.org pour en savoir plus. Exactement, toutes les informations seront sur ce site. On marque une toute petite pause. À suivre, c'est Tanguy Flores qui revient de vacances, comme on a pu le comprendre grâce à Sabrina Keller. Yvan Le Soir avec nous, bien sûr. On parlera des 500 nocturnes et tout cela, c'est après ça. Dans 3 mois exactement, vous pourrez participer aux 500 nocturnes. Yvan Le Soir, notre invité, organisateur de cette grande course mythique. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur ces images. Regardez, c'est les 24 heures du Mans. Autre course mythique, mais course d'endurance également, comme les 500 nocturnes. Vous allez y aller aux 24 heures du Mans ? Oui. Je prends la route demain. J'ai quelques écuries qui y participent. J'ai surtout des partenaires qui y sont, notamment notre partenaire manufacturier montre, BRM. Donc oui, il faut y être. C'est la semaine, c'est une course mythique. C'est the place to be dans le sport automobile et dans l'endurance encore plus. Voilà, c'est évidemment la course magique, mondiale, évidemment, tout le monde l'a fait, de Steve McQueen à d'autres stars. Ça dure 24 heures. Votre course, attention, c'est quand même de l'endurance. Oui. En fait, le principe de l'endurance, c'est une course qui dure longtemps. D'accord. Là, c'est 24 heures. Nous, c'est pas sur de la durée, c'est sur de la distance. Donc 500 km de nuit sur un circuit. C'est un Paris-Strasbourg en gros. Voilà, c'est ça. Donc ça représente 4 heures de course avec des bonnes conditions météorologiques. Et il faut déjà s'accrocher pour faire 4 heures de route sur circuit. Voilà, c'est les voitures qu'on voit actuellement en train de tourner. Et il y a tous ces à côté. On y va tant que la course n'a pas démarré à 20h. On peut, alors Alsace 20 il sera, puisque on accueille toujours les pilotes, on fait des émissions en live là-bas. Mais avant cela, le public peut se balader, découvrir des Bugatti, découvrir des Alpines. En fait, le principe, c'est qu'on privatise le circuit automobile de l'Anneau du Rhin, donc qui est entre Colmar et Mulhouse. Et donc, on organise cette course d'endurance, de GT, qui était à la base le prétexte pour organiser un bel événement business, VIP, haut de gamme. Sauf qu'en fait, la course prend de plus en plus d'ampleur, les gens sont de plus en plus fans et intéressés. Mais c'est vrai qu'avant la course, pendant et après la course, donc entre 17h et 3h du matin, pour faire simple, on a 10 heures non-stop d'animation. Des concerts, cabarets, défilés de mode, défilés de lingerie, des feux d'artifice. C'est vraiment festif, quoi. Oui, Sabrina. Non, mais je sais pas pourquoi ils me regardent quand ils disent. T'es engagé. Voilà, défilé de mode, défilé de lingerie, c'est ça? Oui, pourquoi pas. Parce qu'au volant, j'ai le premier équipage féminin. Elle a raison, Sabrina. Il y a ceux qui sont fans de course, donc ils vont se mettre près du muret dans leur espace VIP, on mange, on boit des petites choses, etc. Et il y a ceux qui vont participer à ces images-là qu'on est en train de découvrir. C'est l'aspect plutôt festif. L'idée, c'est que ça plaise à tout le monde, qu'on soit fan de sport automobile ou pas. On va pouvoir se régaler, passer un bon moment, faire des rencontres. Et puis surtout, on a une belle programmation artistique où on fait appel à une boîte qui est dans le sud de la France, qui organise la quinzaine des réalisateurs. Eux, ils nous gèrent toute la partie artistique, technique et logistique. Donc c'est vrai qu'on s'amuse bien. Yvan a dit un truc intéressant. Tu as ta première équipe féminine cette année. Oui, c'est vrai. Ouais. Raconte-nous. Alors on est en train de l'officialiser, mais ça fait 4 ans qu'on fait la course. Là, on va sur notre 5e édition. Et cette année, on aura un équipage avec 2 femmes et un homme, donc un équipage mixte, et c'est une première sur notre course. Alors il y a beaucoup de femmes dans le sport automobile, pas assez mis en avant, malheureusement. Souvent, elles sont même dans des catégories féminines, ce qui est en fait pas très très logique. Sauf que nous, on a décidé que tout le monde pouvait rouler ensemble, et on a même des équipages mixtes. Et donc c'est une première cette année, effectivement. Voilà.
Alors c'est une course avec des gentleman drivers, donc des gens comme vous, Tanguy. Gentleman, complètement. Vous achetez une voiture de course et vous roulez, etc. Et de professionnels. On sait aussi que c'est les pros aussi qui font venir. Les pros, forcément, sont public. moteurs de la manifestation. Donc on a des pilotes qui ont fait les 24 heures du Mans, on a des Nicolas Armindo, des Yann Erlaché qui est super bien au classement mondial de WTCR. Avec son oncle. Yvan Muller. On est une région d'automobile, clairement. 500 Nocturne à l'époque, c'était un rallye. On a relancé ça dans une version endurance circuit. Mais c'est vrai qu'on a des très très bons pilotes et donc eux vont leader un petit peu tout ça. Ils sont dans un classement pro, mais c'est vrai que la grande majorité de nos pilotes sont des gentleman drivers qui font ça pour leur plaisir. Et c'est un hobby assez sportif. Dernière question, les entreprises évidemment sont les bienvenues. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire, on peut encore prendre un espace pour inviter ses clients et est-ce qu'on peut encore faire de la course? En fait, on a une grille de départ de 24 voitures. Il nous reste encore 6 places sur la grille de départ. Donc on a encore le temps de s'inscrire. Tanguy. Ouais, franchement. Alors ce qui est bien, c'est que pour des amateurs qui n'ont jamais fait de sport automobile, il existe vraiment, vous allez sur 500nocturnes.com, il existe des offres pour être formé, coaché et préparé jusqu'à la course des 500 nocturnes. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Souvent, on se dit c'est pas possible. En fait, si, clairement. Tu conduis ou c'est moi? Non, moi je conduis, j'ai plus confiance en moi. Donc ça, c'est la partie automobile. Alors justement, elle ne peut pas conduire toute la course. On doit changer de pilote. En fait, le règlement nous autorise d'avoir des équipages de 1 à 4 pilotes. Ah, 1 aussi. L'an dernier, j'ai un Suisse, il l'a fait tout seul. D'accord. Les 4 heures, il avait les bras en feu, mais tu changeras les pneus? Oui, moi je change les pneus. Voilà, moi je change les pneus et je fais la circulation. On peut faire un équipage à Alsace 20 très très sympa. Donc ça, c'est pour la partie sport automobile, c'est encore jouable. Mais il y a également la partie entreprise, où là, en fait, nos partenaires sont des entreprises qui profitent de l'événement pour inviter leurs très bons clients, leurs partenaires, leurs collaborateurs, faire une soirée incentive ou fidélisation client. Et donc ça, c'est vraiment le gros de notre activité et c'est encore faisable également. Et ben ça se passe dans ces cas-là sur le www.500nocturnes.com. Regardez, c'est magique, ça sera ce samedi 21 septembre. Et on repart dans l'actualité de l'application CHAP avec Tanguy. Elle m'a dit non et elle le regrette. Elle préférait la plage de l'étang du Bagarzé. C'est Sabrina Keller. Je voulais l'emmener à Saint-Martin. Elle a dit non, je reste à Strasbourg. Que tu regrettes? Ouais. Surtout en regardant les images qu'on va voir maintenant. Et toi, tu regrettes d'être parti? Non, pas du tout. Absolument pas. Il vous reste quelques heures si vous allez sur la page Facebook de CHAP pour gagner en voyage Strasbourg-Saint-Martin. Allez-y. Et donc, j'ai eu le bonheur d'aller aux Caraïbes il y a quelques jours pour découvrir cette île fabuleuse, française, néerlandaise. On a ramené un super sujet, super reportage, on va en parler dans un instant. Et notamment une fille qui s'appelle Jessica. Jessica qui tient un ranch qui s'appelle le ranch du Galion. Jessica, elle a une démarche qui est vachement intéressante et je voulais en parler ce soir. Elle a une démarche d'écotourisme. Elle récupère les chevaux abandonnés, maltraités de l'île, notamment après Irma. Irma, c'était 2017. Un ouragan terrible qui a ravagé l'île, des vents de plus de 300 km/h. Il y a eu pas mal de chevaux abandonnés, voilà, ils ont quitté les ranchs, etc. Elle les a récupérés, elle les a soignés. Elle prend les touristes, elle les met sur ses chevaux, elle les emmène dans une réserve naturelle en disant « Préservez cette planète, préservez cette réserve naturelle, je vais vous montrer ». Et pendant 2 heures, on fait une balade, mais alors de fous furieux, dans une réserve naturelle, voilà, au milieu des mangroves, sur des plages incroyables. On découvre une nature encore préservée, même si elle a souffert à cause d'Irma. Et son message est très clair. Préserver cette planète, regardez comme c'est beau. Et quand on sort de là, honnêtement, on a envie de trier, on a envie de rouler électrique, on a envie de changer le monde parce que c'est tellement beau qu'on ne peut pas ne rien faire. Je vous propose de découvrir Jessica et le ranch du Galion à Saint-Martin et un truc formidable, nager avec les chevaux. On en reparlera après. C'est un centre de refuge pour les chevaux, donc notre objectif c'est de récupérer tous les chevaux qui sont blessés, maltraités, abandonnés, de les amener ici, de les soigner et puis d'en faire après des chevaux qui sont complètement dressés, très dociles pour offrir des balades à cheval sur la plage aux gens qui veulent bien venir faire des balades à cheval sur la plage. Chaque cheval a son histoire. Il faut savoir que quand on va les chercher, on les attrape au lasso.
donc ils ne sont pas approchables. On en a récupéré les 5 derniers pour le coup qu'on a mis 8 mois à récupérer, puisque dès qu'ils nous voyaient arriver avec les longes et les licoles, c'était des chevaux qui étaient en liberté suite à Irma. Donc les clôtures des terrains ont été volatilisées. Le propriétaire n'a pas pu refaire ses clôtures, etc. Donc les chevaux ont commencé à partir un peu à droite à gauche. Et dès qu'ils nous voyaient, dès qu'ils voyaient l'être humain, à 5-10 mètres, il s'échappait, il partait en courant, et autant dire qu'un cheval qui part en courant, on ne le rattrape pas. Suite à Irma, on a récupéré 22 chevaux. On est tous bénévoles dans l'histoire, et on est toutes amoureuses des chevaux. Et bon, ça reste quand même une petite structure, donc 22 chevaux en même temps. Ça n'a pas été facile. On propose en fait des balades tout autour de la réserve naturelle. On rentre même au cœur de la réserve naturelle de Saint-Martin, située au Galion, et on débouche sur une plage tout simplement magnifique où voilà, on va pouvoir proposer aux touristes et aux gens qui veulent venir partager ce moment avec nous une balade à cheval dans l'eau. On va rentrer dans l'eau avec les chevaux. On va même pouvoir se mettre en maillot de bain et puis aller nager dans l'eau avec les chevaux. Et ça, c'est un moment pour moi qui est les meilleurs moments de ma vie, et que voilà, je veux les faire partager au plus grand nombre de touristes qui viennent sur l'île. Voilà, magnifique sujet de Chap. Bravo, mais vous m'avez dit le cheval nage. Le cheval Ou nage. il a pied. En fait, il avance dans l'eau, en fait, et il a pas pied, et il nage, et tu t'accroches, t'es accru, et tu nages avec le cheval, évidemment pas de selle. T'es accru complètement, et ça c'est excellent parce que ça fait des sensations de dingue, parce que t'as une puissance phénoménale quand même. Et puis le canasson, il est dans l'eau, il est bien, il est content, l'eau à 29. Ouais. Voilà. Tu vois que tu regrettes, t'aurais dû venir là, le Bagarzais. On va faire ça avec un poney au Bagarzais, franchement. Voilà. Comment tu es tombé là-dessus? Eh ben, tout simplement en recherchant un petit peu les gens qui sont investis dans l'écotourisme à Saint-Martin, et puis ce ranch du Galion, je sauve les chevaux, je montre une réserve naturelle, ça m'a fait tilt, et j'y suis allé, j'ai rencontré des gens formidables. Allez à Saint-Martin, il faut les soutenir. Voilà, et vous prenez votre téléphone portable et vous téléchargez l'application Chap. Merci beaucoup Tanguy, merci Sabrina Keller. On rappelle Martial Debrief. T'as les boules de pas être parti. Voilà. On rappelle L'Exil et la haine, c'est tout chaud. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci professeur pour le boulot que vous abattez auprès de ces malades atteints de sclérose en plaques. Et on rappelle que le 21 septembre, camarade Yvan, ce sont les 500 nocturnes. Allez, nous on repart rapidement dans l'actualité avec Adrien Labi. Il est allé dans un de ces 15 collèges qui ont organisé dans le Haut-Rhin une journée citoyenne. Moi je vous dis à demain. Salut. Donner une seconde vie aux vieux ordinateurs, c'est possible. Leurs composants recèlent de métaux rares et précieux. Mais avant de recycler, il convient de démonter pièce par pièce. Nous sommes au collège de Egenheim et les élèves de 4e suivent cet atelier recyclage dans le cadre de la journée citoyenne. Ils en apprennent un peu plus sur l'origine des matières premières qui composent leurs équipements électroniques favoris et pourquoi il est si important de les recycler. Mais plus qu'un cours de géo ou de recyclage, si les élèves doivent retenir quelque chose de cette journée, c'est peut-être un appel à plus de sobriété. Ce serait de réfléchir avant d'acheter, parce que c'est vrai qu'on a tendance à suivre, à se laisser avoir par la pub, à toujours vouloir le nouvel appareil à la mode. Et c'est vrai que ça a quand même un impact derrière, donc penser, réfléchir avant de jeter et d'acheter des nouveaux produits. Le 4 avril, c'était 160 élèves de 4e du Collège des 3 pays qui participaient à la journée citoyenne. Chaque groupe de jeunes a ainsi pu assister à 6 ateliers sur différentes thématiques, une première pour cet établissement. Vous avez 3 thématiques qui ont été retenues. Une thématique autour du développement durable, une autre thématique le respect des autres, donc des actions menées autour du respect des autres, et une 3e thématique, les addictions. L'objectif quand même de la journée, c'est de les sensibiliser au bien vivre ensemble, on va dire ça comme ça, à faire acquérir des compétences du socle aussi, puisque c'est un de nos objectifs aussi au collège, de développer chez eux des compétences de citoyenneté, des comportements responsables vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes et de l'environnement. On a fait ce
cette petite pyramide en cube là. Il y a 2 ans, un seul collège haut-rhinois organisait une journée citoyenne. Aujourd'hui, ils sont 15. Au conseil départemental, on se félicite de ce succès et l'on espère que dans les prochaines années, une majorité des 57 collèges du département se prêteront à l'exercice. Il faut savoir que le département, cette année, a la volonté de faciliter l'organisation de ces journées citoyennes. Les services ont élaboré un catalogue de propositions. Nous avons contacté les associations qui sont des partenaires du département, les services du département, le service de l'environnement notamment, les services qui s'occupent de la restauration, le service d'incendie et de secours et des associations et des partenaires qui seraient prêts à se mettre à disposition des collèges pour faciliter l'organisation de cette journée en venant sur place pour animer des ateliers par exemple. Des expériences là-dessus. Il faut savoir que dans la savane, il y a des antilopes, elles ont entre 5 000 et 10 000 tiques sur elles. En toile de fond, le constat d'un certain recul de la vie citoyenne dans les villages. Si de nombreuses communes mènent une politique active pour remettre le collectif au cœur de la vie, au travers notamment des journées citoyennes qui se développent un peu partout, au conseil départemental, ce sont les générations futures sur lesquelles on souhaite travailler. Être un citoyen actif dans la cité, cela s'apprend dès le plus jeune âge. Le souci, c'est qu'on constate un petit peu partout des associations qui se vident de leurs membres, des difficultés aussi à motiver les gens pour la vie citoyenne, pour la vie du village. Et c'est en fait pour faire face à tout ça que, en fait, au département du Haut-Rhin, on a envie de redonner à nos jeunes le goût de l'engagement. Donner envie à nos jeunes de faire des choses pour, on va dire, pour la communauté, plutôt que voilà, de rester peut-être chez eux, peut-être un petit peu trop souvent sur leur ordinateur, par exemple. En fait, l'idée, c'est de montrer aux jeunes, notamment aux futurs adultes, que faire des choses ensemble, ça peut vraiment être quelque chose de sympa. Vous donnez votre avis à vous, évidemment. La sincérité, c'est ce qu'il y a de mieux. Au cœur de la citoyenneté, la tolérance. Odile Renoir préside l'association Lettres. Elle rencontre les collégiens de Egenheim pour leur parler de l'homosexualité. L'objectif est que les jeunes puissent s'exprimer sans tabou. Ce qu'il en ressort quand même, c'est toujours une certaine peur. Mais en fait, la peur, en creusant bien, ils ont bien dit que « Ah, mais j'aimerais pas que mon meilleur ami ou ma meilleure amie soit amoureux de moi. » En fait, c'est ça. Ouais. C'est ça, mais l'acceptation de l'homosexualité, ça, visiblement, ça leur poserait pas plus de problèmes que ça. Pour beaucoup de jeunes qui découvrent leur homosexualité à l'adolescence, ces années au collège et au lycée peuvent être très compliquées. Peur du regard des autres, peur d'être rejeté. Je vais vous dire qu'il y a des personnes, des enfants, qui savent tout petit, par exemple, qui ne sont pas dans le bon corps ou qu'ils ont une orientation sexuelle différente. Et ils le savent, mais ils n'en parleront pas. Donc à partir du moment où nous, on vient leur parler de ça, peut-être que ça leur fera du bien, sûrement même, et puis peut-être qu'aussi ils s'autoriseront à s'exprimer mieux ou à en parler. C'est le but. Hein. Et à leur faire comprendre aussi qu'ils sont en sécurité. C'est ça le problème. Parce que les personnes LGBT... Elles ont souvent très très peur du regard de l'autre, du comportement. Prenant acte des retours positifs des établissements qui ont organisé des journées citoyennes ces dernières années, au département, on souhaite aller plus loin et développer la démarche. Ce que le département va faire, c'est cet automne, rassembler tous les principaux qui se sont lancés dans cette journée citoyenne cette année pour un échange de pratiques entre eux et essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, donner des idées aux autres, donner envie aux autres. Mais l'apprentissage de la citoyenneté ne se limite pas aux établissements scolaires. Dans le Haut-Rhin, on réfléchit également à organiser des journées citoyennes dans les EHPAD, une façon de remettre la solidarité avec les seniors au cœur de la cité.